Cette année, j'ai décidé non pas de tenter le diable, mais d'espérer un miracle de Noël. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog lecture spécial Noël, spécial romance de Noël. L'année dernière je m'étais risquée à lire Noël est une arnaque, qui a été un énorme flop. Je vous remets le bilan de mes lectures de l'année 2024 où je passe les 15 dernières minutes à parler de ce livre et de pourquoi il m'a un petit peu énervée. Mais le truc c'est que je m'étais dirigée vers ce livre parce qu'il se déroule en Alsace et que je suis très fière de ma région en tant qu'Alsacienne pure souche. Et j'ai été un petit peu déçue de la représentation qu'on avait de ma fantastique région. Cette année, j'ai décidé non pas de tenter le diable, mais d'espérer un miracle de Noël en achetant 2 romances de Noël qui se déroulent encore une fois en Alsace. Alors il s'agit de romances de Noël de la même autrice, c'est Enna Fitzbell, et j'ai vu dans les 4e de couverture que ce n'était pas une autrice alsacienne et qu'elle était toulousaine. Donc, on espère que ça va pas être un flop. Le problème, quand on lit un roman contemporain qui se passe dans notre région et dans des lieux qu'on connaît, c'est que très souvent, on se retrouve à lire des trucs qui n'ont aucun sens, ne matchent pas du tout avec la culture et avec la vibe des habitants. Et Dieu sait que les Alsaciens ont une vibe très particulière. C'est un petit peu l'objectif de cette vidéo, voir déjà si je trouve une romance de Noël qui me satisfait et si l'Alsace est très bien représentée. J'ai commencé par Hamster, Bretzel et Mariage à Noël. C'est un livre que j'avais acheté l'année dernière mais que je n'avais pas eu le temps de lire. Et pour les petits curieux, le deuxième, c'est Noël au pays des Bretzels que j'ai acheté cette année pendant mon séjour à Paris. Je vous ai pas fait de book haul, mais sachez que j'ai acheté ce livre-là. Mais bon, on va pas parler tout de suite du pays des Bretzels, on va parler de celui-ci, puisque j'ai commencé, j'en suis au chapitre 3, et j'ai déjà des choses à dire. Je vais vous faire d'abord un petit résumé. On va suivre Amandine, qui est wedding planeuse à Colmar. Là déjà, vous touchez à une corde sensible. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis née à Colmar, que j'ai vécu plusieurs années à Colmar et que je suis très attachée à cette ville. Et je la connais un petit peu comme ma poche. Donc attention. Elle organise le mariage de sa meilleure pote qui s'appelle Lorraine. Mariage un petit peu précipité, mais bon, il reste un mois à notre Amandine pour préparer le mariage. Sauf que sa pote va décider non pas que le mariage va se dérouler dans un mois, mais dans 13 jours. Ce qui laisse au final très peu de temps à notre chère organisatrice de mariage pour sortir un truc convenable, réussir à reprogrammer tous les intervenants, les fleuristes, le groupe de musique. Bref, c'est un petit peu la catastrophe. Bon, on part là-dessus. Déjà, le roman s'ouvre par, je trouve, une assez belle et assez accurate description du marché de Noël de Colmar. On a des lieux qui sont désignés de manière assez précise. On a notre héroïne qui va se balader dans les rues de Colmar. On va citer les rues de Colmar, on va citer les endroits. Et moi, j'adore ça. Bon, je vous le dis direct. Si vous n'aimez pas l'Alsace ou si vous ne voulez pas entendre parler quelqu'un sur sa région pendant plusieurs dizaines de minutes, je pense que cette vidéo ne sera pas faite pour vous. N'hésitez pas à aller voir autre chose sur ma chaîne. Généralement, je dissimule assez bien le fait que je suis alsacienne. Voilà. Tout ça pour dire que c'est un peu le début des problèmes, puisque le grand frère de la mariée est en fait le pire cauchemar de notre héroïne. J'étais un peu saoulée quand j'ai vu ça, mais en même temps, c'était dans la 4e de couverture. J'avais oublié qu'on part sur un Enemies to Lovers, d'un grand frère, de la meilleure amie qui te bully au collège, et en fait, finalement,
On se doute de ce qui va se passer. Je suis pas très fan, les gars. Je suis pas très fan. Je vais garder mes préjugés pour moi. Et on va parler par contre d'une chose qui m'a un petit peu fait vriller. Puisque, comme je l'ai dit, en soi, en 2 chapitres, la représentation de l'Alsace était assez mignonne, j'ai adoré. En plus, on parle de traditions, notamment de la Saint-Nicolas. Ceux qui sont hors Lorraine et Alsace ne savent probablement pas ce que c'est, ou ne la fêtent pas. Moi, je la fête, j'adore ça. Donc, quand elle en a parlé, j'étais mais oui, enfin. Sauf que, je suis désolée, Ena, je suis désolée. Tu es toulousaine, tu as sans doute fait beaucoup de recherches et de très bonnes recherches sur l'Alsace. Mais il y a un truc qui me fait vriller, c'est le dialecte alsacien. Ta flop. Vous savez pourquoi la flop ? Parce que l'histoire se déroule à Colmar et qu'elle parle de Bredele et de Menele. C'est comme ça qu'on dit dans le Bas-Rhin et pas dans le Haut-Rhin. Du coup, on dit Manala et Bradala. J'étais énervée. J'ai vu ça. Attendez, je le recherche. J'ai vu ça, ça m'a fait vriller. Attendez, c'est là. Ah non, attendez, c'est dans le premier chapitre, c'est encore pire. Pour vous, c'est rien. Pour vous, externe à la région, c'est rien. Pour moi, c'est un giga fashion faux pas et ça montre que les recherches ont des limites et que effectivement, elle s'est documentée, sauf que tu n'es pas d'ici. Donc tu n'as pas les subtilités. Je ne vais pas arrêter ma lecture à cause de ça. Quoique, non je déconne. Mais on verra pour la suite. C'était une très bonne idée de prendre du dialecte alsacien. Par contre, prendre celui du mauvais département... ça marche pas. Surtout qu'il y a un peu une guéguerre linguistique entre le Haut-Rhin... J'ai fait dans le mauvais sens. Entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, tu l'alimentes. Est-ce que t'allais mettre le mot Jean Bonhomme à la place de Manala ? Ça aurait été pareil, ça c'est les francs-comtois qui disent ça. Rien de plus à dire, je vais continuer à découvrir cette histoire en sachant que... problème de dialecte, mais ça c'est pas très très grave, mais le enemies to lovers, je suis pas fan. Bon, alors je vais complètement spoiler et peut-être vais-je faire la critique avec mon chat juste à côté. On verra. Moi je pense qu'elle va vite... Ouais, je pense que la littérature ça va pas l'intéresser plus de 2 minutes. On est le lendemain. J'ai pas mal lu hier soir, j'ai relu un petit peu ce matin. Et donc là je suis au chapitre 30 qui est le chapitre qui se déroule le jour du mariage. Je vais prendre mon téléphone parce que du coup j'ai pris pas mal de notes sur mes réactions en temps réel. J'avoue qu'à un moment la lumière commençait à devenir un peu trop dégueulasse et j'étais un peu trop fatiguée hier aussi pour faire un débrief. Donc j'ai juste lu, enchaîné, je me suis dit que j'allais vous faire un retour aujourd'hui. J'ai été hyper sérieuse, comme à mon habitude. J'ai pris plein de notes. Ah là là. Alors, bon, la dernière fois que je vous ai vu, j'étais moi-même au chapitre 3, chapitre 4, donc quand même au tout début. Autant dire qu'on a parcouru du chemin depuis, je cherche l'expression. Et vous savez quoi ? Heureusement que j'ai pas fait un débrief tout de suite parce que je pense que j'aurais trop parlé et trop bitché sur des choses qui n'en valaient au final pas trop la peine. Je vous ai dit dans l'intro, je ne supporte pas beaucoup les enemies to lovers, mais je ne critiquerai pas cette mécanique dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que mon chat est en train de faire des bêtises. Pour, je disais, la simple et bonne raison que c'est mentionné dans la 4e de couverture.
Et je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai acheté ce livre et que j'avais lu la 4e de couverture, j'ai passé un espèce de pacte qui fait que je ne peux pas critiquer une mécanique qui a été annoncée directement, ou alors il faudrait que je le fasse dans une vidéo un peu plus analytique, un peu plus fouillée. Mais là, si c'est un avis lecture, je vais pas me plaindre qu'il y a un Enemies to Lovers si il est annoncé dès le résumé. Dans le résumé, on avait aussi le fait que l'intérêt romantique qui s'appelle Romain était absolument tyrannique, hyper insupportable. Bah, je vais pas non plus du coup le critiquer, parce que c'était annoncé, et que annoncer, ça vaut double, comme dirait l'autre. Ceci étant dit, il y a quand même des choses que je peux me permettre de critiquer. Déjà, alors j'ai nommé ce point, la modernité, 3 points d'interrogation. Déjà, on va dire un truc. Ceux qui vont vouloir justifier tout ce que je dis après par le fait que mais on s'en fiche, mais on n'est pas là pour réfléchir, mais c'est de la littérature pour se divertir, je suis désolée, mais à partir du moment où on écrit un roman ou qu'on écrit un livre, bref, qu'on produit de l'art, et ben l'art en fait n'est pas tout à fait anodin, puisque toutes les formes d'art façonnent des représentations du monde. Et donc, sans dire que l'auteur est forcément 100% d'accord avec ce que disent les personnages et tout, je pars quand même du principe que si on veut se détendre justement et passer un moment chill, c'est pas pour avoir des réflexions qui sont vraiment juste bêtes, vraiment. J'étais en mode, mais à quoi bon ? Pourquoi est-ce que t'es là à répéter ça? Bref, je vais vous donner des exemples parce que sinon on comprend pas. Par exemple, on va avoir un moment où, en fait, le premier moment où les 2 protagonistes vont se retrouver dans la même pièce, tout seuls. Donc vous savez, un petit peu de tension, un petit peu de frisson. Et là, on a vraiment une phrase, et plutôt un paragraphe même, où l'héroïne va commencer à se décrire physiquement. Donc déjà, ça n'a pas beaucoup de sens, mais admettons. Et en fait, le moment où le protagoniste masculin va rentrer dans la pièce, c'est le moment où elle va s'auto-analyser et dire à quel point c'est un laideron. En gros, pas le gars, hein, parce que le gars est effectivement apparemment magnifique et que toutes les femmes se retournent sur lui. Encore une fois, on pourrait commenter ça, mais bref. Elle dit qu'elle se néglige et qu'elle devrait peut-être aller chez le coiffeur parce qu'elle n'y est pas allée depuis un bail et c'est pour ça qu'elle a l'air d'avoir un style négligé. Alors déjà, s'il vous plaît, cet adjectif. En Big 2025, nous disons aux femmes qui ne portent pas de talons et qui ne vont pas chez le coiffeur qu'elles se négligent. Je suis saoulée. Et elle fait tout un big deal en plus de son poids en répétant en narration qu'elle a, je cite, des kilos en trop par rapport à l'ex de Romain qu'elle a rencontré un petit peu avant. Et on a aussi beaucoup d'autres réflexions sur son poids, puisque littéralement, le roman qui s'appelle Hamster, Bretzel et Mariage à Noël, on a un hamster trop mignon sur la couverture, et du coup je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'elle a un hamster de compagnie, peut-être que le Love Interest a un hamster de compagnie, et pas du tout, puisqu'en fait l'hamster, c'est le surnom que donnait Romain à Amandine, notre protagoniste, quand elle était plus jeune, pour se moquer d'elle et du fait qu'elle avait des grosses joues. Et en plus, après, t'as toute une discussion d'eux, où elle dit « Mais tu sais, ça m'a vachement blessée que tu me dises ça », ce qu'on peut comprendre. Et franchement, ça m'a mis mal et ça m'a fait complexer toute ma vie sur mon poids. Alors, déjà, est-ce que t'as vraiment envie de sortir avec quelqu'un qui te fait complexer ? Je ne pense pas, bref. Et lui, il dit « Mais non, je disais pas ça pour ça, t'as mal compris ». Et on a une ultime scène où on a un groupe de copines qui vont boire un café, en gros, et elle commande du thé minceur. Et elle explique que c'est parce qu'elle a pas envie d'avoir l'air trop grosse au mariage de sa meilleure pote. Ça pue le rance, ce genre de réflexion, on en a marre en fait de voir ça. En plus, il y a une espèce de guerre entre des personnages féminins, comme dit, avec l'ex de Romain et Amandine. Elle se crêpe le chignon, s'il vous plaît, quoi. On veut plus voir ça. Et je trouvais que la relation féminine la plus réussie,
c'était celle des 2 petites sœurs de la meilleure amie et du love interest, du coup, vu qu'ils sont frères et sœurs. Elles ont une relation assez chouette toutes les deux, il y a une ado et une enfant. Revenons quand même, parce que j'ai dit que je pouvais pas critiquer le fait qu'il y ait un Enemies to Lovers, puisque c'est annoncé. Par contre, pouvons-nous, et peut-être que vous allez pouvoir me recommander, des Enemies to Lovers qui ne sont pas manichéens et de niveau maternel. Vous savez, les gens peuvent ne pas s'entendre sans qu'il y ait forcément un gentil et un méchant. Enfin, c'est souvent une gentille et un méchant. Je sais pas, genre, de la nuance, ça ferait pas de mal. Bon, voilà. Sinon, en réalité, romance de Noël, je m'en fiche complètement que la romance soit niaise et qu'il se passe plein de choses pas crédibles, comme le fait que, par exemple, alors qu'elle habite à 10 minutes du lieu de réception du mariage, elle soit obligée de vivre là-bas pendant plus d'une semaine. C'est quand même drôlement pratique au niveau de la narration, on va pas se le cacher. Mais le pire, comme j'ai dit, c'est vraiment les relations entre les personnages, vraiment les meilleurs amis. Leur relation n'a aucune profondeur, on n'y croit pas du tout. En plus, il y a un truc qui m'a un peu dérangée sur le coup, c'est que cette famille-là est assez fortunée. La question de la classe, qui est une question hyper importante et hyper intéressante selon moi à explorer, surtout quand on parle de relations humaines et de relations amoureuses, parce que évidemment, que les relations entre personnes d'une même classe ou les relations entre des personnes de différentes classes, c'est pas du tout les mêmes. Structurellement, va y avoir des dynamiques qui sont très différentes. Mais là, par contre, on a vraiment un fantasme de l'homme riche. Alors en plus, je trouve que pour le coup, ça montre vraiment la méconnaissance de l'autrice sur justement les classes bourgeoises. Bon, c'était pas très très approfondi cette mécanique-là. En plus, comme j'ai dit, le fait qu'il y ait un rapport de domination, pas surtout par rapport à la classe, mais c'est vrai que ça pose vraiment question et que pour le coup, c'est un peu un big deal tout au long du roman, mais on a aussi d'autres dynamiques de domination qui sont à l'œuvre, puisque comme je vous l'ai dit, Romain harcelait Amandine quand ils étaient plus jeunes. Il y a aussi le fait que la fille, donc Amandine, est hyper infantilisée, elle est rabaissée, c'est la meuf maladroite, elle fait absolument n'importe quoi, elle arrive pas à marcher droit sans tomber, encore une fois, enfin, pas moderne, hyper caricatural, chiant. Bref, elle a 30 ans, elle est célibataire, on en fait tout un big deal, enfin bref, ça m'a un peu saoulée. Mais bon, parlons quand même de quelques points positifs. Même s'il y a plein de moments qui me font lever les yeux au ciel et qui me saoulent, j'avoue que je continue à lire. Et que je suis un peu curieuse, et que là, maintenant que la relation est devenue un peu plus, pas saine, mais je dirais un peu plus équilibrée, franchement, je me prends au jeu. Et puis, je vais finir le roman, et je vous dirai ce que j'en pense, même si là, j'ai parlé beaucoup. Ça y est, je suis arrivée à l'épilogue. Regardez la taille de l'épilogue. À ce compte-là, vaut mieux rien écrire. Vraiment. C'était pas très utile. Bref. Parce qu'en fait, dans le dernier chapitre, j'avoue que la narratrice, elle a pas l'air très sûre que son histoire d'amour va fonctionner. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Je sais pas si vous avez déjà vu cette trend de est-ce que ces couples de livres ou de séries ou de films sont restés ensemble. Je trouve ça assez fun. Eux, je donne pas cher de leur couple. Vraiment. Au niveau compatibilité, on n'est pas sur un 100%. Et c'est vrai que dans le dernier chapitre, il y a vraiment la narratrice qui écrit genre « Est-ce que ça va durer ?» Je ne suis pas sûre. Mais bon, heureusement qu'il y a l'épilogue. On sait qu'ils sont restés au moins 1 an ensemble, et je sais pas vraiment, genre 6 phrases, ça sert un peu à rien. Et il y a un truc juste après, je n'ai pas compris. On a, je sais pas du tout si vous voyez, en fait je vous montre, mais on a une annexe qui s'appelle genre les recettes d'Amandine, et t'as vraiment écrit des recettes de cuisine de plats alsaciens. J'ai pas compris, parce qu'elle est même pas spécialement adepte de cuisine en plus, enfin, pas compris. Bref, en tout cas, j'ai terminé Hamster, Bretzel et Mariage à Noël. On se retrouve demain
Demain, on est le 24 décembre, le réveillon de Noël. Et puis, on continue sur notre lancée de romances de Noël. J'espère que vous kiffez un peu l'ambiance. Normalement, je vous ai déjà mis des plans puisqu'on est allé au marché de Noël. On y est allé plusieurs fois, entre fin novembre et maintenant. On a fait plusieurs marchés de Noël différents. J'espère que ces clips vous auront permis de voyager un petit peu en Alsace, autrement qu'avec ces romances de Noël. Et surtout, le plus important, avec des vrais Alsaciens pure souche. Bref. J'ai bien entamé Noël au pays des bretzels, toujours de Henna Fitzbell. Et ben les gars, j'aime bien. Vraiment, je suis au chapitre 10. L'histoire est un peu différente puisqu'on va suivre un personnage féminin qui s'appelle Daphné et qui n'est pour le coup pas du tout alsacienne. Et elle habite dans le sud de la France. Elle est médecin généraliste remplaçante. Et pour cet hiver, elle a un superbe remplacement qui l'attend, c'est-à-dire passer l'hiver à travailler aux Antilles en Martinique, ce qui est plutôt stylé. Donc là, elle est en train de faire sa meilleure garde-robe, maillot de bain, crème solaire, ses affaires, ses valises, bref, elle est au max du max. Sauf que il y a un petit problème qui fait qu'elle ne peut pas se rendre en Martinique pour remplacer, puisque le collègue qui était censé lui-même partir en vacances finalement ne peut pas partir. Et donc elle se retrouve sans remplacement, sauf qu'elle est un petit peu en galère de thunes, ce qui fait qu'elle va chercher désespérément à un autre endroit où passer son hiver, et elle va se retrouver, vous l'avez deviné, en Alsace. Alors, on est dans un village qui n'existe pas, ce qui d'abord m'a un petit peu attristé. Évidemment, je ne connais pas toute l'Alsace, donc je suis quand même allée vérifier, même si vraiment le nom était trop caricatural pour être vrai. C'est-à-dire qu'on va se rendre à Spaldingheim. Ça n'existe pas. Mais bon, elle va devoir se rendre sur place alors qu'elle-même déteste la neige, n'a pas l'air d'être une très grande fan de Noël, mais elle va arriver dans ce village digne du pôle Nord parce qu'il fait froid et les gens sont heureux. Il y a un marché de Noël, tout le monde a l'air hyper investi, tout le monde porte des bonnets de Noël, enfin bref, pour elle, c'est l'angoisse. Et deuxième mauvaise surprise, elle est censée avoir un logement à elle toute seule, sauf qu'elle se retrouve dans la maison d'un mec célibataire, Mathieu, pour les intimes. Mathieu, il habite avec sa petite fille qui est absolument trop drôle et trop mignonne, et son chien. Ce petit monde va devoir cohabiter ensemble, et autant dire que Mathieu est tout aussi buté, têtu et grincheux que Daphné, donc deux caractères un petit peu forts. Je vous l'accorde, le truc du père célibataire avec sa fille et son chien dans un village de Noël, on croirait un téléfilm du dimanche soir, mais j'aime beaucoup. C'est bien meilleur que Hamster, Bretzel et Mariage à Noël. Franchement, là, je passe un superbe moment. J'ai lu 10 chapitres quasiment d'une traite et j'ai trouvé ça hyper mignon. Je me réjouis de lire la suite et évidemment, je vous tiendrai au courant. Bon, la déontologie et la solidarité féminine sont définitivement mortes, mais j'ai enfin terminé la deuxième romance qui s'appelle
Noël au pays des bretzels. Bon, clairement, il y a quelques trucs qui m'ont fait lever les yeux au ciel, mais globalement, jusqu'à 80%, c'était un moment plutôt sympa. Après, je vous le cache pas, la crise des 80% était selon moi assez ridicule, too much, et on la voyait venir dès le début. En plus, encore une fois, c'est une histoire de faux triangle amoureux, de notre héroïne qui va devenir jalouse de... Alors, dans la précédente romance, c'était de l'ex, là on est sur l'amie d'enfance, qui devient la femme complètement fantasmée, la femme que l'héroïne aimerait être, qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus sympa, enfin bref. Pas très intéressant, pas très subtil, pas très nuancé, mais bon, j'avoue que les 20 derniers pourcents, après cette fameuse crise complètement chiante, c'est hyper rapide et on va avoir une surenchère. En plus, je sais pas si c'est parce que j'ai lu les deux romances de la même autrice à la suite, alors elle en a écrit tout plein, mais bref. Mais j'ai l'impression qu'elle aime bien rusher ses fins, c'est-à-dire que vraiment, on va avoir une espèce d'escalade un petit peu trop. Et ensuite, le couple va se mettre ensemble puisque nous sommes dans une romance. Mais vu que c'est une romance de Noël et qu'il faut toujours en faire plus, ça sort les mariages, les enfants, un peu trop. Surtout que j'ai remarqué l'épilogue, à chaque fois c'est genre un petit paragraphe qui est le même dans les deux romans. C'est-à-dire qu'on va avoir « Cela fait maintenant 1 an que je suis en couple avec machin, tout se passe bien et nous allons nous marier à Noël ». Bon, si je dois vous en recommander un des deux, je recommanderais le deuxième quand même parce que je l'ai trouvé bien meilleur, pas excellent mais bien meilleur. Et tu passes un bon moment, il y a quelques trucs au niveau surtout de la profession. Enfin je veux dire, notre personnage principal est médecin, et il y a vraiment des trucs qu'elle fait. Bah... L'ordre des médecins devrait s'en inquiéter, vraiment. C'est pas très légal tout ça. Mais bon, ça reste sympa, plaisant. En tout cas, j'espère que ce petit séjour pendant cette semaine de Noël avec moi vous aura plu. Voilà, on n'hésite pas, bien sûr, à liker la vidéo, à me dire en commentaire aussi quelles sont vos romances de Noël préférées. Si elles se passent en Alsace, c'est encore mieux. Mais bon, je reste ouverte et peut-être que l'année prochaine, je vous ferai une deuxième édition de Je juge des romances de Noël parce que j'adore ça. Non pas les romances de Noël, au final, mais l'aspect critique. On décortique des œuvres littéraires et on voit un petit peu ce que ça raconte. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes lectures, de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!